Nicolas da Silva, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférences en économie. Vos travaux portent sur l'économie politique de la santé, de la sécurité sociale et de la protection sociale. Je vous reçois aujourd'hui pour la publication de l'ouvrage La bataille de la Sécu, une histoire du système de santé publié aux éditions La Fabrique. Dans cet ouvrage, vous dressez une généalogie du système de santé en France et vous faites notamment une distinction entre la sécurité sociale et la sociale et l'état social. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette divergence entre la sociale et l'état social, puisque c'est l'une des distinctions fortes du livre, l'une des thèses majeures du livre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette divergence ? Bien sûr. D'abord, je voudrais commencer par vous remercier de m'inviter. Et donc, alors évidemment, l'un des aspects les plus originaux du livre, c'est de distinguer deux origines de la protection sociale. Alors évidemment, dans la protection sociale, c'est comment est-ce qu'on fait pour prendre en charge certains risques qu'on appelle des risques sociaux. Ça va être par exemple les accidents du travail, ça va être la maladie, ce genre de choses. Alors, dans l'histoire, et même aujourd'hui, il y a beaucoup de façons de le faire. Mais ici, là, je m'intéresse à la protection sociale publique obligatoire. Alors évidemment, je parle des autres formes, notamment les mutuelles, les assurances, etc. Mais souvent, on a tendance à utiliser le concept d'état social pour parler de toutes ces formes du public obligatoire. Alors qu'en fait, quand on a une analyse historique qui est un petit peu plus critique, on peut voir que dans l'histoire française, il y a deux grandes origines à la protection sociale obligatoire et publique. Et ces deux grandes origines, elles dressent deux idéotypes de protection sociale. Le premier qui s'appelle l'État social, que j'appelle l'État social à la suite de beaucoup d'autres en fait. L'État social, c'est une protection sociale obligatoire publique portée par l'État, c'est-à-dire dirigée par l'État. Donc évidemment, les politiques économiques qui découlent de cette organisation, elles sont déterminées par ce qu'est l'État. Et l'une des hypothèses dans le livre, c'est de dire que les intérêts de l'État sont relativement autonomes de ceux de la majorité des gens, bien sûr, mais aussi assez autonomes de ceux du capital, pour parler de façon analytique, mais on pourra dire aussi du marché. Souvent, on oppose État et marché. Ils peuvent s'opposer, mais en fait, la plupart du temps, ils s'allient. Et c'est ce qu'on constate aujourd'hui d'ailleurs. Mais ce n'est pas qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on peut voir dans le temps long. Donc ça, c'est une première lignée. Cet état social, l'une des thèses fortes qui est associée à cette idée d'état social, qui n'est pas la mienne, qui n'est pas que la mienne, c'est une thèse qui dit que en fait, la naissance de l'état social en France, elle provient non pas de débats parlementaires, non pas de grands consensus, lié à la constatation du fait qu'une masse de gens ont besoin de protection sociale, mais elle est liée à la guerre. En fait, on pourra peut-être y revenir, mais globalement, l'État social, en termes de politique publique, en termes d'argent dépensé pour fournir des soins, des retraites, etc., c'est très très faible tout au long du XIXe siècle. Et ça naît quand, statistiquement, dans les comptes de l'État ? Eh bien, ça naît avec les deux grandes guerres mondiales. Donc, l'idée, c'est de montrer que l'État social, c'est une forme de la domination sur les populations. En fait, c'est parce que l'État envoie les gens dans l'enfer de la guerre qu'il en va ensuite créer des politiques sociales. Et donc, l'idée, c'est bien de lier cette main droite et cette main gauche de l'État, pour reprendre une formule de Bourdieu. Donc ça, c'est une lignée d'historicité. Et souvent, on ne parle que d'elle. Et on va essayer de défendre l'État social contre le marché. On va se dire que là, la période néolibérale, elle se caractérise par le recul de l'État social face au marché. C'est plus une reconfiguration dans l'État néolibéral de la protection. Voilà, j'aurais tendance à dire ça également. Voilà, c'est la façon de dominer de l'État par les politiques sociales change. C'est pas tant le fait que l'État était un État vertueux auparavant et devient un État complice du capital aujourd'hui. Donc ça, c'est la première ligne d'historicité. La deuxième, c'est ce que j'appelle dans le livre la sociale. Alors, la sociale, ça désigne une protection sociale auto-organisée par le mouvement social, c'est-à-dire par le bas. Donc c'est pas l'État qui décide des grandes politiques de santé, moi je m'intéresse à la santé dans le livre, mais ça va être les gens directement qui sont concernés, les intéressés, ce qu'on appelle les intéressés, qui vont chercher à décider par eux-mêmes ce qui est bon pour eux-mêmes.
cette forme de protection sociale que j'appelle la sociale, on la retrouve historiquement dans plusieurs institutions. Évidemment, elle est complètement dominée par rapport aux autres, même si elle est encore puissante, et elle a eu un rôle absolument fondamental en France. Vous parlez de la Commune de Paris, notamment dans l'ouvrage. Exactement, mais même avant la Commune de Paris, je parle aussi des mutuelles, des sociétés de secours mutuels, qui, après la Révolution française, alors que justement l'État décide de ne pas mettre en place de politique sociale, pour ne pas remettre en cause le capital, pour ne pas remettre en cause sa stabilité à lui, parce qu'on sort de la période révolutionnaire où il y a une peur de l'organisation des ouvriers contre l'État, eh bien, il interdit. Donc c'est les fameuses lois dont vous avez parlé un petit peu plus tôt dans la conversation, les lois Le Chapelier d'Allard qui disent on va interdire les gens de s'associer parce que s'ils s'associent, c'est un risque peut-être contre le capital, sûrement contre le capital, mais aussi contre la stabilité de l'État. Donc les ouvriers, essentiellement les masses travailleuses urbaines, mais aussi rurales, ils sont dans une situation qui est assez terrible. C'est que d'un côté, l'État refuse de les aider, et de l'autre côté, leur rapport au travail change avec le pouvoir du capital qui s'affirme. Et donc, on va avoir... Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, hein? Ça veut dire que concrètement, les formes du travail deviennent de plus en plus violentes, notamment dans les ateliers, où on observe le fait que le travail capitaliste tue. C'est quelque chose qui va être assez popularisé, notamment par les thèses de Marx et Engels, qui expliquent en long, en large, en travers que le pouvoir des capitalistes sur le travail leur permet d'imposer des conditions de travail qui sont très dangereuses pour la santé et même pour la vie des ouvriers. Et donc coincés entre ces deux feux, qu'est-ce qu'ils font ces ouvriers ? Ils sont interdits, ils sont réprimés, mais ils vont se saisir de la possibilité de créer des sociétés de secours mutuels pour organiser une certaine forme de résistance. Et toute une première partie de l'ouvrage porte sur ces sociétés de secours mutuels qui, à suite de la Révolution, vont être l'un des lieux où va se développer la contestation ouvrière d'un côté, mais aussi des premières politiques auto-organisées pour prendre soin les uns des autres. Donc ça, c'est sur les mutuelles. On pourra peut-être revenir sur leur destin aux mutuelles, mais la sociale, c'est ces mutuelles, ces premières mutuelles subversives qui sortent de la Révolution française, mais ça va être aussi, vous l'avez dit, la Commune de Paris. Alors, dans la Commune de Paris, du point de vue de la santé, il ne se passe pas grand-chose. Par contre, la Commune de Paris est quelque chose de très important pour comprendre ce que c'est que la sociale, c'est-à-dire l'organisation de la société par les intéressés eux-mêmes. Pourquoi ? Parce que lors de la Commune de Paris, ce qui se passe, c'est que les Parisiens, d'autres aussi, mais souvent on parle de la Commune de Paris parce que c'est ce qui est le mieux connu. Les Parisiens résistent face à l'armée prussienne. Napoléon perd la guerre, est proclamée la Troisième République, et l'Assemblée nationale de la Troisième République va faire quelque chose de terrible, c'est qu'il va commencer par réprimer les communards, les réprimer socialement, en leur enlevant tout un tas de dispositions sociales qui leur permettent de survivre. Par exemple, on va enlever la solde aux gardes nationaux. Les gardes nationaux, c'est une partie de ces gens qui, venant des classes populaires, ont défendu avec les armes Paris. On va demander le paiement des loyers, alors que pour l'instant, il y avait des dispositions pour les suspendre. Évidemment, pendant la guerre, il n'y a plus d'activité économique, les gens n'ont plus de boulot, ils ne peuvent pas les payer ces loyers. On va leur demander, l'Assemblée nationale toujours, va demander de rembourser ce qu'ils doivent au mont-de-piété. Alors le mont-de-piété, qu'est-ce que c'est ? C'est une institution très importante de l'époque qui permet aux classes populaires d'obtenir de l'argent en échange de gages. C'est un prêteur sur gage. Et évidemment, si on dit que le mont-de-piété va pouvoir retravailler comme il le faisait avant, alors que les gens n'ont toujours pas de boulot, ils savent qu'ils vont perdre leurs effets personnels. Et donc tout ça, ça crée un climat social qui est un climat de révolte. Et évidemment, l'événement déclencheur que l'on connaît, c'est l'événement des canons de Montmartre. Et qu'est-ce qui se passe à la Commune de Paris ? C'est les individus auto-organisés, les travailleurs auto-organisés, qui vont se révolter contre l'État. Et donc l'une des origines de la sociale, c'est la résistance à l'État. Et
en résistant à l'État, ils prennent le pouvoir politique et grâce à ce pouvoir politique, ils vont imposer des politiques économiques qui seront d'un progressisme inégalé jusqu'alors. Ils vont rétablir le fonctionnement du mont-de-piété, enfin le fonctionnement, comment dirais-je, ouvert, modéré du mont-de-piété, c'est-à-dire que les gens vont pouvoir récupérer leurs effets personnels, souvent gratuitement lorsqu'ils ont déposé des effets qui sont peu chers. Les loyers vont être suspendus, voire supprimés, etc., etc. Donc il y aura toute une politique sociale très avant-gardiste. Alors évidemment, la Commune de Paris ne fait rien du point de vue de la santé, ne peut rien faire, parce que de toute façon c'est un événement extrêmement court. Mais en plus, il se trouve que la personne qui était chargée par la commune de s'occuper de l'assistance publique, des hôpitaux, elle explique que de toute façon elle ne peut rien faire, parce que les médecins, globalement, ils sont contre la commune. Donc ils vont, les médecins, faire leur travail de médecin, mais on ne peut pas leur en demander beaucoup plus. Bon, pour toutes ces raisons, il ne se passe rien du point de vue de la santé, mais je pense que dans l'histoire de l'organisation économique et politique du pays, c'est quelque chose de très important, et c'est quelque chose qu'on va revoir plus tard avec la Seconde Guerre mondiale, où on va avoir un contexte similaire, pas identique, mais similaire, où il va y avoir une guerre, et l'État va s'allier avec ceux qui ont déclaré la guerre contre une partie de la population. On sait ce que c'est, hein, c'est donc la Seconde Guerre mondiale avec la collaboration de l'État vichiste avec les forces allemandes, et donc une répression extrêmement importante qui va conduire à ces phénomènes massifs de résistance. Et à partir de ce phénomène massif de résistance, on pourra discuter des liens un tout petit peu plus tard concrets, va être inventé le régime général de sécurité sociale, dont l'une des grandes originalités, c'est qu'il est dirigé directement par les intéressés. Et pour la première fois dans l'histoire du pays, les classes populaires, les ouvriers en particulier, vont avoir le pouvoir économique sur une institution d'ampleur. Avec notamment 46 et la victoire de Pyrrhus dont vous parlez aussi dans l'ouvrage. Alors ça c'est autre chose, mais effectivement 46 c'est le moment où est créé concrètement le régime général de sécurité sociale. Et dans le livre, je parle de victoire à la Pyrrhus. Pourquoi ? Parce que à ce moment-là, la création du régime général est tout sauf quelque chose qui est le fruit du consensus. Habituellement, on nous explique qu'à la fin de la guerre, 1945, il y a un grand consensus. C'est le récit dominant. Exactement. Un grand consensus qui fait qu'on fait la Sécu. Alors, ce récit, qui est souvent beaucoup plus un récit médiatique qu'académique, parce que même les historiens ne parlent pas comme ça, hein, même quand ils ne sont pas forcément sur des thèses proches des miennes, ce récit, il est faux au moins à deux niveaux. Le premier, évidemment, c'est l'idée selon laquelle on va être tous unis. Ce n'est pas le cas du tout. Dès le début, il y a une opposition sur le régime général de sécurité sociale, et justement sur ses aspects originaux. J'ai parlé tout à l'heure du fait que ça allait être une institution qui allait être dirigée par les intéressés. La CGT pousse pour que dans les caisses de gestion, les caisses qui gèrent la sécurité sociale au niveau local, les caisses primaires, les élections au conseil d'administration, ce soit sur le principe mutualiste. Une personne, une voix. C'est pas comme ça que ça va se passer. Dans les caisses retraite et santé, ce sera 75% pour les intéressés, donc les ouvriers, travailleurs cotisants, et 25% pour le patronat. Donc on voit tout de suite que voilà, cet idéal démocratique, il est contesté dès le début. Il est contesté aussi dans les caisses d'allocation familiale, où l'enjeu était globalement le même, hein, c'est d'avoir une représentation complètement démocratique, et finalement ce sera encore pire que dans les caisses de sécurité sociale, retraite et santé, puisque les salariés n'auront que 50% des sièges, 25% pour le patronat et 25% pour des associations familialistes. Donc il y a un conflit, non pas sur le fait d'améliorer les droits, il y a un accord relatif pour améliorer les droits, et c'est ce que disent les historiens. C'est une question de contrôle, en fait. Exactement. Le conflit, c'est un conflit politique. Et l'une des raisons pour lesquelles j'essaie de faire ce livre dans la durée, c'est pour expliquer, après d'autres, notamment Bernard Friot qui fait la préface, que l'un des enjeux majeurs
c'est pas un enjeu économique au sens de combien d'argent, c'est pas un enjeu financier. C'est un enjeu politique. Qui contrôle l'institution ? Et par-delà, qui contrôle la production en réalité et comment on répartit la production, la valeur en fait qui est produite par la production. Alors il y a de ça, mais ça je l'aborde pas vraiment dans le livre. C'est Bernard Friot qui va plus aborder. Bernard Friot insiste beaucoup là-dessus. Ouais. Moi j'en parle, mais de façon indirecte, en expliquant que la bataille de la Sécu, c'est la bataille pour une production publique de soins, pour généraliser une production publique de soins. Et j'en parle beaucoup, mais j'en parle pas d'un point de vue théorique comme peut le faire Bernard. Et ce que j'explique notamment, c'est que c'est à partir du moment où on a des assurances obligatoires, même si les mutuelles ont contribué à cette histoire, c'est à partir du moment où on a des assurances publiques obligatoires qu'il est possible de solvabiliser le développement du secteur de la santé. Donc les gens, en fait, ce que ça veut dire, c'est que les gens, ils n'ont pas d'argent pour aller voir le médecin. Les salaires sont extrêmement bas, donc s'ils ne sont pas remboursés, ils n'iront pas. Pour aller à l'hôpital, c'est pareil. L'hôpital, c'est jusqu'à la fin des années 30-40, c'est un lieu d'effroi, c'est un lieu où on ne va pas à l'hôpital, parce que c'est un lieu où il y a des pauvres qui ne peuvent pas aller ailleurs, et c'est aussi un lieu où en fait on ne sait pas vraiment soigner. Donc pendant très longtemps, l'hôpital est un lieu d'effroi, et il va se moderniser grâce au financement qui est rendu possible, non pas par le marché, mais qui est rendu possible par les assurances publiques obligatoires. Et au début, c'est surtout les municipalités qui financent les hôpitaux, oui. Au travers des dons, des rentes, etc. que les hôpitaux. Exactement. Donc là, on revient un petit peu en arrière dans le bouquin. Ouais. Et justement, l'une des institutions un peu phares du bouquin, c'est l'hôpital. Et l'évolution de l'hôpital, qu'il soit public ou privé. Et justement, ce qui se passe à la Révolution, et même déjà avant la Révolution, c'est qu'il y a une lente déchristianisation de la société. Or, dans la société féodale, les gens qui sont chargés de prendre soin des autres sont les religieux, c'est le clergé. Le clergé, d'ailleurs, est rémunéré pour ça, il a des privilèges pour ça. L'une de ses missions, c'est de prendre soin, et de prendre soin notamment via les hôpitaux. Et en fait, ce qu'on observe dès avant la Révolution, c'est qu'il y a une déchristianisation de la société, une forme de municipalisation, laïcisation des hôpitaux, mais qui est encore à ses débuts. Et dès avant la Révolution, on se pose la question, mais finalement, est-ce que les hôpitaux ne doivent pas être pris en charge par l'État ? Parce que quand même, il faut les financer correctement pour pouvoir s'occuper de toute cette masse de gens qui sont d'ailleurs de plus en plus nombreux sous les effets déstructurants du capitalisme. Et en fait, la Révolution dit non. Et ce qu'elle dit, la Révolution, c'est qu'on va rester à la situation... Enfin, c'est contradictoire, il y a plusieurs étapes dans la Révolution. Mais à la fin de la Révolution, alors qu'il y a pu avoir des projets très ambitieux pendant la Révolution, on dit que finalement l'État ne va pas s'occuper des hôpitaux, qu'on va laisser aux hôpitaux, aux communes, et on va encore laisser ces hôpitaux dans une forme d'autonomie, mais qui est une autonomie de pauvres, quoi. C'est-à-dire que finalement, on ne leur donne pas d'argent, mais comme ils n'en ont pas beaucoup, ils ne peuvent être qu'une seule chose, c'est que le lieu d'accueil de la misère, ce qu'ils font. En plus, l'hôpital reste encore un lieu de persistance du pouvoir de l'Église, notamment via quelque chose qui est très important à avoir en tête, c'est le travail gratuit, quasi gratuit des religieuses. Il faut savoir qu'à cette époque-là, les gens qui travaillent à l'hôpital, c'est pas forcément des médecins, très peu en fait, puisque de toute façon ils soignent peu, et eux, pour être rémunérés, ils vendent leurs services en ville, ils viennent à l'hôpital éventuellement pour se former et pour faire de la recherche sur le corps des pauvres. Je force un peu le trait, mais c'est quand même l'idée, hein. Et donc ces hôpitaux, en fait, ils sont essentiellement occupés par des religieuses qui en assurent la gestion quotidienne. Il y a d'autres notables qui gèrent les conseils d'administration, comme on dirait aujourd'hui, mais les soins aux malades, aux vieillards, aux infirmes, puisque l'hôpital accueille tout un tas de souffrances sociales, il est réalisé par des religieux qui sont encore très fortes. Et il y en a encore jusqu'au XXe siècle. L'avantage des religieux, c'est qu'elles ne sont pas payées, ou quasi pas payées. C'est du travail gratuit. Et l'un des aspects importants
qui va être rendu possible par la création des assurances sociales obligatoires, c'est le fait qu'avec des financements de plus en plus réguliers, on va être en mesure de séculariser l'hôpital et de le professionnaliser, notamment en formant et en embauchant des infirmières. Je vais revenir un peu sur la question de l'État social. Vous disiez plutôt que c'est vraiment la guerre totale qui va, puisque vous employez ce terme de guerre totale, qui va créer cet État social. Ça rejoint un peu avec ce que vous disiez à l'instant. C'est comment ça se fait que l'État, qui a quand même légiféré dans le domaine de la santé, notamment sur la question du vagabondage, etc., arrive pas. Enfin, il a fallu que ça soit cette guerre-là, les deux guerres mondiales, qui permettent l'émergence de l'État social. Pourquoi il n'a pas pu autant s'imposer avant cet État social? Alors, je ne sais pas si le bon terme c'est pouvoir ou si c'est vouloir. Okay. Parce que justement, c'est une grande question qui se pose en sciences sociales, c'est de savoir finalement pourquoi on attend si longtemps pour que naissent les politiques sociales. En fait, tout au long du 19e siècle, on en a un petit peu parlé, il y aurait d'autres choses à dire, l'État légifère beaucoup sur les questions sociales, notamment sur la question des mutuelles. Néanmoins, quand on regarde les statistiques du budget de l'État, on se rend compte qu'entre la Révolution et 1914, la veille de la guerre, en fait, le poids des dépenses sociales, en règle générale, dans les dépenses de l'État, reste constant. C'est le même. Sauf, c'est une exception importante, l'éducation, parce que après l'épisode de la Commune et de la guerre de 1870, il va y avoir une action forte de laïcisation de l'enseignement. Mais mis à part ce cas particulier, et ça aurait pu être intéressant d'en parler, pourquoi on fait ça, mis à part ce cas particulier, on se rend compte que jusqu'en 1914, il n'y a pas de politique sociale, il n'y a pas de politique de santé. Et d'ailleurs, il y a une citation que je ne mobilise pas dans ce livre, parce que l'enjeu du livre, c'est pas d'être un livre érudit où on va essayer de discuter de que dit tel auteur ou que dit tel autre. Mais dans la préparation, évidemment, j'ai lu beaucoup de ce qui se fait en sciences sociales, notamment Bernard Friot, mais aussi d'autres auteurs comme Robert Castel et un sociologue qui s'appelle Murard. Et alors Castel, citant Murard dans son livre très important qui s'appelle Les transformations de la question sociale, Castel donc cite ce sociologue qui dit que jusqu'à la Première Guerre mondiale, le 19e siècle, sur l'État social, n'a produit que des discours. On parle, mais il ne se passe rien. Il ne se passe rien pour plein de raisons. Et par exemple, un autre sociologue qui s'appelle Henri Hetzfeld a parlé, a inventé un concept qui s'appelle l'objection libérale, pour dire quelque chose d'assez commun, c'est que finalement, les porteurs de la chose publique tout au long du 19e siècle sont contre l'intervention de l'État, sont contre l'obligation contre le fait d'obliger les entreprises ou les individus à cotiser pour des caisses de protection sociale, parce que selon eux, si l'État se met à obliger les individus et les entreprises à cotiser pour des caisses obligatoires ou pour un système public obligatoire, alors ça va les rendre fainéants. Ça va désinciter à l'effort, désinciter à l'épargne. Et en plus, ça va créer une forme de ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui du jet-droit. À partir du moment où on cotise, nous disent ces gens, les cotisants vont se dire qu'ils ont des droits sur l'État. Et donc ça, c'est quelque chose qu'ils veulent éviter à tout prix, parce qu'ils défendent une économie libérale où chacun doit être responsable de lui-même. Et donc si vous voulez vous inquiéter pour vos vieux jours ou pour vos jours de maladie, alors il faut adopter la libre prévoyance, c'est-à-dire vous-même mettre de l'argent de côté pour vos mauvais jours. Donc tout ça, c'est des débats, et il y a plein de débats. Ça, c'est le côté, disons, conservateur des débats, pour pas être plus dur, mais il y a aussi plein de débats de penseurs plus ouverts, plus progressistes. Beaucoup de débats, mais il se passe rien.
Et donc, c'est pour ça que la thèse qui est forte, vous l'avez dite, je vais essayer de l'expliquer un petit peu, c'est qu'en fait, l'État social naît par la guerre totale. Alors, qu'est-ce que c'est que la guerre totale ? La guerre totale, c'est un type spécifique de guerre dans lequel ceux qui font la guerre ne sont pas désarticulés du reste de la société. Au contraire. C'est pas comme dans les sociétés féodales, on va prendre qu'une partie de la population qui va faire la guerre. Exactement. C'est pas des armées de professionnels, c'est pas des armées, c'est pas des combats de nobles. Dans les guerres totales, il y a une fusion entre le soldat et le citoyen. Qu'est-ce qui se passe en 14-18 ? Il y a une conscription de masse, on envoie les gens à la guerre, tous les citoyens à la guerre, et non seulement il y a une massification du nombre de personnes qu'on envoie à la guerre, mais en fait c'est toute la société qui est tournée vers la guerre, que ce soit d'un point de vue économique, et ça va avoir des conséquences très importantes. Donc, d'un point de vue économique, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va concentrer des ressources, qu'on va imposer l'allocation des ressources vers des objectifs de guerre plutôt que d'autres objectifs. On va centraliser la décision, alors qu'on était sur des sociétés plutôt libérales, même si c'était un libéralisme qu'on pourrait critiquer ou modérer. Et donc, c'est par cette guerre totale, par le fait que on va voir la société entière qui rentre en guerre, que vont se développer de nouvelles solidarités, de nouvelles obligations de l'État vis-à-vis de ses citoyens. Et donc, par exemple, il y a ce concept important de l'impôt du sang. Les personnes qui vont à la guerre, elles y meurent ou elles y reviennent en étant blessées, elles ont payé l'impôt du sang à l'État. Et la contrepartie nécessaire de cet impôt du sang, ça va être les politiques sociales. Un mutilé de guerre, il ne peut pas rentrer chez lui et ne pas avoir de prestations sociales ou une forme de dédommagement pour ce qu'il a enduré sur le champ de bataille. Quelqu'un qui est mort à la guerre, s'il a des enfants, s'il a une épouse, il va y avoir une veuve, des orphelins. S'ils sont dans l'incapacité de subvenir à eux-mêmes à leurs besoins, il naît une obligation. Et donc, l'une des articulations principales entre guerre totale et État social, c'est ça. C'est le fait que la guerre crée des nouvelles situations, des nouvelles catégories de citoyens qui ont des comptes à régler avec l'État. Et évidemment que dans cette situation, l'État ne peut pas rien faire, parce que s'il fait rien, c'est l'explosion sociale. Et donc, les politiques de protection sociale se développent à ce moment-là dans les statistiques parce qu'il y a un enjeu de stabilisation de la société. On ne peut pas envoyer des millions de gens à la guerre, les laisser mourir, et ensuite, quand ils reviennent à la maison, les laisser sans rien. Sinon, c'est la révolte. Et donc voilà un petit peu le lien qu'on peut avoir entre guerre totale et État social. Mais ce lien, on peut le détailler, et puis il y a tout un pan de la littérature en sciences sociales qui explique que justement le lien il est à 3 niveaux. C'est les conséquences de la guerre, c'est ce que je viens un peu de parler, mais il y a aussi la conduite de la guerre et la préparation à la guerre. Ouais. Alors si je peux en parler encore un petit peu du lien entre État social et guerre totale, la préparation à la guerre va être une des justifications de certaines politiques sociales qui n'existaient pas auparavant et qui étaient refusées auparavant justement à partir de l'objection libérale. L'exemple typique, c'est les politiques sur la famille et sur des politiques familialistes, natalistes. À la fin de la guerre contre la Prusse en 1870, après l'épisode de la Commune 71, la question se pose tout de suite de la revanche. Et l'une des grandes craintes des élites politiques de l'époque, c'est ce qu'on appelle alors la dépopulation. C'est-à-dire le fait que finalement on observe, à l'époque ils ne savent pas vraiment pourquoi, ou en tout cas il y a du débat, que le nombre d'enfants par femme baisse, les personnes sur le territoire font moins d'enfants. Et donc ça c'est un risque. C'est pas du tout pensé sur le mode ah oui mais pourquoi les personnes font pas d'enfants, peut-être qu'elles vivent dans des conditions dégradées. C'est pas ça le raisonnement. Le raisonnement c'est un risque parce que lors de la prochaine guerre contre l'Allemagne, eh bien, il faut que nos contingents de soldats soient au moins aussi importants que ceux des Allemands. Pourquoi ? Parce que l'enfant à naître, c'est le futur soldat. Et donc, il y a toute
tout un tas de travaux qui montrent vraiment dans le détail comment tout ce raisonnement de préparation à la guerre contre l'Allemagne conduit à la mise en place de politiques sociales pour favoriser les naissances. Par exemple, on va libéraliser les mariages, on va interdire et punir durement l'avortement et la propagande pour avortement. On va mettre en place des bénéfices sociaux, des aides sociales pour les familles nombreuses. On va commencer à réfléchir au fait de savoir s'il ne faut pas avoir des avantages fiscaux pour les familles nombreuses. Il y a des associations qui naissent et qui se développent sur ces principes-là. Et notamment une association qui est dirigée par un militaire, qui voit très bien le lien entre le cadeau merveilleux que fait la femme à la nation et la future guerre à venir. Donc ça, c'est un aspect de préparation à la guerre qui conduit l'État à adopter des politiques sociales. Un autre aspect, il y en aurait plein d'autres, mais un autre aspect, ça va être ce qui se passe du point de vue des politiques de santé dans l'armée. Alors, cette fois-ci, l'idée est toujours de chercher à gagner la guerre, et on s'intéresse à ce qu'est l'armée. Et donc là, on a des armées qui sont de plus en plus massives avec les lois sur la conscription obligatoire. Et l'enjeu, c'est de se poser la question, comment est-ce qu'on fait pour que notre armée soit en bonne santé le jour J, quand il faudra faire la guerre. Donc l'enjeu, encore une fois, c'est pas du tout de prendre la santé des individus en tant que tel comme un élément à défendre, pas du tout. L'enjeu, c'est de la santé du futur soldat. Parce qu'on est à une époque où il y a encore pas mal de maladies, et notamment des maladies qui se développent à l'intérieur de l'armée, qu'elles soient au combat ou non. Et donc par exemple, il y a une historienne qui s'appelle Anne Rasmussen qui travaille beaucoup sur ces questions-là, où elle explique que les premières grandes campagnes de vaccination, le développement de l'hygiénisme militaire sont justifiés par la volonté d'avoir des armées en bonne santé. En soi, ça ne diverge pas trop de la logique du marché qui est c'est pour protéger, pour l'entrée dans le système de production. C'est quelqu'un qui souffre, c'est quelqu'un qu'on doit réparer et qu'on doit remettre sur le marché. Même si dans le cadre de l'État, c'est pour préparer la guerre, dans l'autre, c'est la question du marché. Je comprends ce que vous dites, je ne vois pas d'objection comme ça instantanément. Par contre, c'est l'occasion d'insister sur quelque chose. Dans le livre, j'essaie de montrer à quel point, si l'État et le capital sont souvent alliés, ils ont souvent des logiques communes, souvent ce n'est pas les mêmes logiques. Ce sont deux rapports sociaux, l'État et le capital, deux rapports sociaux qui sont différents, qui peuvent s'allier, mais qui peuvent aussi s'opposer. Donc là, vous dites, à juste titre, que là, l'idée de l'État, c'est de protéger la santé du futur soldat pour qu'il puisse aller bosser. Et il y a des thèses en économie, vous avez raison, qui disent que les capitalistes ont quand même intérêt à protéger la santé de leurs ouvriers pour qu'ils puissent revenir travailler le lendemain. Donc ça existe, mais ce qu'on observe quand même largement, c'est que les politiques sociales, elles ne viennent pas de l'initiative ni de l'État, ni du capital. Ça peut exister, bien sûr, et d'ailleurs, les ancêtres des politiques sociales qu'on connaît aujourd'hui, c'est souvent des politiques sociales qui sont mises en place soit dans certaines sphères de l'État, notamment l'armée, mais aussi dans certaines entreprises capitalistes qui sont très grandes et qui nécessitent un petit peu de modérer les revendications de la main-d'œuvre. Par rapport à l'étatisation qui arrive progressivement, vous parliez notamment à un moment de Vichy. Quel a été l'intérêt d'avoir une protection sociale sous Vichy ? Alors, on parlait de deux choses différentes, Vichy et l'étatisation. Je ne suis pas certain que je les analyse ensemble dans le livre. Et là, comme ça, spontanément, j'ai pas de choses à dire sur étatisation et Vichy. Par contre, on peut dire oui que Vichy a une politique sociale. Alors, conservatrice, réactionnaire, tout ce qu'on veut, puisqu'on sait que Vichy mène la guerre sur des bases religieuses, racistes, etc., homophobes. Mais c'est aussi une guerre sociale. Et cette guerre sociale, elle se caractérise par exemple par le fait que les salaires sont bloqués, les confédérations syndicales sont interdites
Et donc, Le Parti communiste est interdit aussi. Pardon ? Le Parti communiste est interdit aussi. Le Parti communiste, mais ça c'est déjà la Troisième République, c'est pour ça qu'il y a une certaine continuité entre la Troisième République Vichy. Mais, indépendamment de ça, Vichy ne supprime pas les assurances sociales qui existent depuis 1928-1930. Donc c'est 1928-1930, c'est les premières lois obligatoires où on impose des cotisations sur les salaires qui permettent de financer des pensions de retraite et la santé. Donc je ne reviens pas là-dessus, c'est pas le sujet tout de suite, mais Vichy ne revient pas là-dessus. Et d'ailleurs, ce que va faire Vichy notamment, c'est qu'il va continuer la politique qui existait avant, sur 2 points par exemple, sur la modernisation de l'organisation hospitalière. Il y a une loi qui a été préparée sous la Troisième République qui consiste à donner plus de pouvoir aux directeurs d'hôpital et qui consiste aussi à valider le fait que des malades payants puissent venir à l'hôpital public. Cette loi elle est passée sous Vichy. Une autre disposition qui est très importante sous Vichy, c'est l'assurance des vieux travailleurs salariés. En fait, je l'ai dit, depuis 1928-1930, il existe des assurances pour la retraite. Néanmoins, il y a plein de gens qui n'ont pas assez cotisé. Et en plus, pendant la période de guerre, ce qui se passe, c'est qu'il y a plein d'inflation, il y a des difficultés à avoir des rentrées fiscales. Il se trouve que ces lois de 1928-1930, du point de vue des retraites, elles sont fondées sur le principe de capitalisation. C'est-à-dire qu'on met de l'argent dans un coin et on vous le rendra quand vous serez vieux. C'est un peu ça l'idée, et entre-temps on le place, bien sûr. Et en fait, ce que fait Vichy, c'est qu'il va passer au principe de répartition. C'est-à-dire les cotisations d'aujourd'hui vont servir à verser des pensions aujourd'hui. La capitalisation, c'est typiquement la logique norvégienne qu'on retrouve aujourd'hui. Alors, norvégienne, je ne sais pas, mais c'est la logique, par exemple, des fonds de pension. Ouais, totalement. Voilà, donc c'est cette logique, c'est-à-dire vous mettez de l'argent dans une institution financière la plupart du temps, cette institution place cet argent, et quand vous arrivez à la retraite, vous aurez cet argent ou pas, parce que ça peut faire faillite. Et en fait, ce qui est intéressant de voir, c'est que Vichy non seulement ne supprime pas certaines lois sociales, mais en plus, il va en moderniser certaines, notamment sur les pensions, ou pour des raisons qui sont des raisons matérielles, c'est pas vraiment idéologique de ce point de vue-là, c'est que finalement les assurances sociales ont des problèmes de financement, il y a tout un tas de personnes qui sont trop âgées, qui n'arrivent pas à trouver du travail, alors Vichy va mettre en place cette retraite par répartition. C'est pour ça que ça permet de dire, même si ce n'est pas le sujet du livre, quelque chose qui peut être dit par ailleurs, c'est le fait que répartition, capitalisation, évidemment répartition c'est mieux, mais répartition c'est pas progressiste en soi, la preuve par Vichy. Au début de l'entretien, on évoquait justement cette question de l'étatisation et notamment du contrôle par les caisses, la création de caisses et notamment la question du contrôle en 1946. Comment ça se fait que progressivement c'est l'État qui va progressivement reprendre le contrôle et on le voit encore progressivement, là, dans les prochains jours, il y aura le vote du projet de loi finance de la sécurité sociale. Comment ça se fait que, même en tant que citoyen, on a l'impression que la sécurité sociale nous échappe et que c'est l'État qui a pris le relais? Et à quel moment ce tournant, on l'observe? À quel moment on observe ce tournant? Alors, c'est intéressant ce que vous dites. Et je voudrais parler d'actualité un petit peu comme vous. Là, au moment où on enregistre, le gouvernement est en train de passer par la procédure dite du 49.3 qui permet de passer en force sur certains textes. Et il y a dans le paysage médiatique, notamment des gens critiques qu'on peut apprécier par ailleurs, que j'apprécie par ailleurs. On entend beaucoup dire « c'est un coup de force, c'est la dictature, c'est l'autoritarisme, c'est ceci, c'est cela ». En fait, c'est le fonctionnement normal de l'État social, de l'État en règle générale et de l'État sur les politiques sociales en particulier, puisqu'on va bientôt parler du PLFSS et il est tout à fait possible qu'il y ait aussi un 49.3 sur le PLFSS. En fait, c'est le fonctionnement normal, le coup de force. Le système de santé en France, il est structuré par des dispositifs juridiques d'exception. Ce n'est pas des lois votées par l'Assemblée. Par exemple, même en 1946,
les ordonnances de 45, c'est des ordonnances. C'est-à-dire c'est pas voté comme ça par l'Assemblée, discuté, amendé par l'Assemblée, c'est des ordonnances. L'une des principales lois d'étatisation, c'est pas une loi, c'est une ordonnance. En 1967, c'est le plan Jeannet, avec Jeannet qui est le ministre de l'époque, avec le président de l'époque qui est Charles de Gaulle. Ça permet bien de montrer que Charles de Gaulle, c'est pas un partisan du régime général. Contrairement à ce qu'on entend souvent. Exactement. Puisque la première chose qu'il fait quand il revient, enfin l'une des premières choses qu'il fait quand il revient, c'est qu'il retire le pouvoir aux ouvriers par cette ordonnance Jeannet. Je pourrais revenir dans le détail de ce que fait chaque dispositif juridique, hein, mais simplement pour montrer la continuité. 95, les ordonnances Juppé. Hein, et d'ailleurs, c'était tellement conflictuel que ça lui a valu son poste. Chirac a dissolu l'Assemblée quelques mois plus tard. Il y avait la question des fonctionnaires qui avaient fait mobiliser les foules. Les fonctionnaires, c'était les retraites des cheminots, mais il y a aussi, il y avait plein de choses dans ces ordonnances Juppé et beaucoup de choses qui sont passées, notamment tous ces aspects d'étatisation. Par exemple, tous les mots de code qui font trembler les travailleurs du monde de la santé, c'est Juppé. C'est l'ONDAM, le budget de la santé, 96. Le PLFSS, loi de financement de la sécurité sociale, 96. La CADES, qui gère la dette de la Sécu, 96. Les ARH, Agences régionales d'hospitalisation, ancêtres des ARS, 2004, mais ça commence en 96. Donc c'est vraiment très particulier, Juppé, parce que c'est la mémoire collective d'une grande victoire, mais c'est aussi une grande défaite par l'étatisation continue du régime général de sécurité. Et qui ne sera même pas remis en cause quand Jospin arrivera aux manettes. Parce que je pense notamment au PLFSS, il va être même accentué avec le fait que l'Assemblée nationale chaque année doit prendre des décisions sur la question du budget. Jospin ne touche à rien là-dessus, hein, pas du tout. Il fait d'autres choses pour la santé qui sont en continuité avec les gouvernements précédents, notamment la CMU, mais c'est peut-être un autre sujet, je ne sais pas si on l'aborde maintenant. Mais en tout cas, voilà, ce que je voulais dire quand même, c'est la dédémocratisation, le recul de la démocratie que l'on peut ressentir ces dernières années. C'est pas quelque chose d'exceptionnel dans l'histoire. En fait, quand on regarde un petit peu, l'État et les gens qui sont au poste de commande de l'État ont toujours voulu concentrer le pouvoir. Et justement, c'est contre ça qu'il y a parfois la victoire de mouvements sociaux auto-organisés que j'appelle dans le bouquin la sociale. Et donc sur cette histoire de réappropriation, c'est quelque chose qui est aussi très ancien. Si on a un peu de temps, je peux par exemple parler de ce qui se passe avec les mutuelles du 19e siècle. C'est vrai que j'avais une question aussi là-dessus, donc je pense que ça peut être intéressant d'y revenir, histoire de vraiment remettre dans la continuité. Ouais. Parce que c'est aussi tout l'objet de l'ouvrage, c'est de montrer qu'en soi, il y a une continuité. Exactement. Donc il n'y a pas de souci pour Alors allons-y sur les mutuelles. Donc tout à l'heure, on disait qu'à la sortie de la Révolution, l'État ne met pas en place de politique sociale ambitieuse. À certains moments de la Révolution, il y a eu cette idée, notamment il y avait un truc qui s'appelait le comité de mendicité. Puis ensuite, en 93, au moment où il y a les montagnards qui ont le pouvoir, ils votent des lois sociales importantes, mais tout va être détricoté au retour des plus conservateurs et des plus réactionnaires. Donc il ne se passe rien ou pas grand-chose. Donc les gens n'ont pas le choix. Coincés dans l'étau du capital et de l'État, ils vont dans les mutuelles, dans les sociétés de secours mutuels, organiser la résistance. Alors, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que ces sociétés de secours mutuels, elles sont interdites, mais elles sont tolérées. C'est la façon dont en parle l'un des historiens spécialistes de la question, qui s'appelle Bernard Gibault, que je cite beaucoup dans le livre. Ces mutuelles, elles sont tolérées. Pourquoi ? Parce qu'elles sont ambivalentes. Elles ne sont pas que subversives de l'État et du capital. Elles sont ambivalentes parce qu'elles reprennent des formes de sociabilité d'anciens régimes, et notamment ce qu'on appelait des confréries, c'est-à-dire des organisations pour l'entraide, quand il y a des décès, des malades, des accidents du travail, etc., etc. Et cette ambivalence, elle est bien vue par le pouvoir. C'est que la mutuelle, ça peut être quelque chose qui stabilise l'ordre établi, mais ça peut être aussi quelque chose qui le remet en cause. Et donc, c'est dans cet entre-deux qu'une partie des ouvriers va se servir des mutuelles à un moment où le syndicalisme est interdit pour organiser la lutte.
mais aussi que le pouvoir va essayer d'utiliser les mutuelles pour freiner la lutte dans certains cas, et il peut arriver qu'un préfet soit à l'initiative de la création d'une mutuelle, parce que ici, je sais pas, dans telle mine, dans telle entreprise, eh bien, l'agitation est trop importante, l'agitation sociale, la rébellion est trop importante quand il peut y avoir des accidents du travail. Donc il y a cette ambivalence. Et on est à un moment, je l'ai dit, le syndicalisme est interdit, on a ce qu'on appelle le passeport, le livret ouvrier, qui est un genre de passeport pour les ouvriers, qui les interdit d'aller de patron en patron, de démissionner, enfin c'est des trucs incroyables, quoi, hein. Ça fait penser un peu au système qu'il y avait avant, en fait, à la corporation, en réalité. D'une certaine manière, ça peut reprendre certaines formes. C'est pas tout à fait la même chose, mais ça peut reprendre certaines formes. Et en tout cas, ça montre la grande contradiction des libéraux qui nous disent tout le temps on est pour la liberté, mais pas la liberté des travailleurs. Enfin bon, c'est un autre sujet. Enfin, quoique. Mais en tout cas, aujourd'hui, ce serait la liberté de choisir son patron. Ouais. Enfin, aujourd'hui, on pourrait se poser la question. Alors, je suis pas spécialiste des questions de travail, chômage, précarité, mais la liberté, elle est où quand on vous oblige à prendre des boulots qui sont sous-payés, à faire du travail gratuit. Bientôt, c'est le projet de Macron là, quand il a été réélu, d'avoir des contreparties au RSA. Enfin, je veux dire, tout ça est ridicule. D'un point de vue de logique, hein. Enfin, l'enjeu, c'est pas du tout la liberté, au contraire. Mais justement, ces mutuelles. Donc ces mutuelles, elles sont ambivalentes. Et là où il va y avoir un mouvement de réappropriation, une certaine forme d'étatisation, même si c'est pas encore bien ça, ça va être avec Napoléon III. Alors Napoléon III qui arrive après les événements révolutionnaires de 1848, lui ce qu'il veut, c'est il veut une stabilité sociale, et il se rend bien compte qu'il y a des révoltes ouvrières très importantes, et que il faut qu'il en fasse quelque chose, il ne peut pas que réprimer. Et il va avoir une initiative très originale, c'est que il va légaliser et même mettre un cadre juridique pour les mutuelles. Et l'originalité de ce cadre juridique, c'est que c'est un cadre qui est très incitatif. Il incite à accepter du contrôle politique pour les mutualistes ouvriers. Comment ça ? Alors parce qu'en fait, la loi, qui est même pas une loi, c'est un décret de 1852, dit qu'il peut y avoir deux types de mutuelles. Des mutuelles autorisées et des mutuelles approuvées. Les mutuelles approuvées, ce sont les mutuelles qui sont approuvées par le régime, et donc elles sont approuvées parce qu'elles donnent toutes les caractéristiques de mutuelles qui vont être dociles. Et donc elles sont approuvées. Comment le régime sait qu'elles vont être dociles ? C'est par leur organisation. Ces mutuelles approuvées, elles reposent sur un contrôle politique fort des notables du régime. Par exemple, elles vont être dirigées par des notables, souvent le maire, qui lui-même est nommé par le préfet, qui lui-même est nommé par l'empereur. Donc il y a un contrôle fort, vous voyez. Il va y avoir dans ces mutuelles approuvées un nombre important de membres honoraires. Des membres honoraires, qu'est-ce que c'est ? C'est des gens qui participent au financement de la mutuelle, mais qui n'ont pas le droit d'avoir ces bénéfices. Donc c'est des gens qui sont des notables et qui font œuvre de philanthropisme, selon eux, en donnant de l'argent aux mutuelles. Mais ils sont dans les mutuelles et ils ont des droits de vote. Donc ils ont droit de voter, de décider, de venir en assemblée générale et de discuter de l'organisation de la mutuelle. Et quel est l'enjeu de ce contrôle politique ? L'enjeu de ce contrôle politique, c'est d'éviter des formes de subversion. Il ne faut pas que la mutuelle, ça serve à organiser la lutte. Alors, on peut se dire, mais pourquoi des mutualistes, des ouvriers, des travailleurs ruraux ou urbains pourraient avoir envie d'accepter ce truc-là, ce contrôle politique ? Spontanément, on n'a pas envie du contrôle politique. En fait, l'incitation économique, elle est décisive. Parce que ceux qui acceptent le statut de mutuelle approuvé, ils vont avoir plein d'avantages fiscaux. Ils vont avoir la capacité de placer de l'argent à taux d'intérêt avantageux. Ils vont avoir la capacité d'avoir droit à des locaux pour organiser leurs travaux. Ils vont avoir la capacité de se constituer en personnalité juridique. Donc ça permet de louer des immeubles, etc. etc. L'autre statut, le statut de mutuelle autorisée, tout est dans le nom, c'est on l'autorise mais on va la surveiller. C'est ces mutuelles qui décident d'être autogérées et donc sans contrôle politique. Mais
la contrepartie de cette absence de contrôle politique, c'est l'absence de droit à la hauteur de ceux des mutuelles approuvées. Les avantages qu'ils ont. Exactement, ils n'ont pas d'avantages. Alors malgré ça, il y a toute une partie du mouvement social qui va aller dans des mutuelles autorisées, parce que justement, ça va être un ferment du syndicalisme. Mais on voit bien, et je reviens à cette idée d'étatisation, de réappropriation, on voit bien qu'est-ce qui se passe. C'est que l'État, il n'est pas que dans la répression. Il réprime, bien sûr, mais aussi il se réapproprie les institutions du mouvement social pour conserver l'ordre établi. Et c'est ce qui se passe avec les mutuelles, et c'est ce qui va se passer, c'est pour ça que je voulais bien faire ce détour, plus tard avec le régime général de sécurité sociale. La Sécu, qui vient de très loin, comme on vient de le voir, mais qui vient aussi de la résistance, qui est alors, c'est pas la Sécu, pardon. Faut être très précis là-dessus, c'est le régime général. C'est quoi la différence ? Souvent, on entend Bernard Friot, puisque c'est lui qui fait vraiment le plus gros travail pédagogique à ce sujet, dire que c'est pas la même chose. Il faut le redire sans cesse, c'est pas la même chose. Là où les intéressés ont le pouvoir, c'est pas dans la Sécu, c'est dans le régime général. Ce qu'on appelle la sécurité sociale couramment, c'est l'ensemble des régimes qui existent. Maladie, les retraites. Non, pas exactement. En fait, le régime général, il y a 3 choses dedans. Non, 4. Il y a les accidents du travail, maladie professionnelle, il y a la retraite, la maladie, et il m'en manque un, la famille. D'accord ? Donc ça, c'est les 4 crises qui sont couverts. Mais ce n'est pas le seul régime, c'est le principal régime, le régime général, qui, lui, est fondé sur des principes politiques qui sont extrêmement progressistes. C'est la sociale, c'est le pouvoir aux intéressés. Mais à côté, il va y avoir plein d'autres régimes qui vont exister. Par exemple, ça va être les régimes complémentaires des retraites après 1946. Par exemple, les cadres, ils ne vont pas venir à la sécurité sociale des ouvriers. Ils vont créer un régime tout seul, et en fait, ça va être un régime qui sera construit sur une organisation politique beaucoup moins c'est pas la GER-Carco. Exactement, la GER-Carco. Et donc, il y a plein de régimes différents, avant-guerre déjà, mais aussi après-guerre. Et tout l'enjeu de bien distinguer les deux, c'est de dire que le régime général, c'est celui où en fait les ouvriers ont le pouvoir, et donc où ils peuvent donner une coloration à la politique de santé en particulier. Et je reviens du coup à cette idée d'étatisation. Dès le début, on en a un peu parlé tout à l'heure, les forces sociales sont contre le fait que les ouvriers prennent le pouvoir. Ils sont contre le régime général. Et ils ne sont pas contre pour des raisons économiques. Ils sont contre d'abord pour des raisons politiques, parce qu'ils perdent le pouvoir sur les ouvriers, ils perdent le pouvoir qu'ils ont de pouvoir justement contrôler l'acceptabilité de la société telle qu'elle existe. Donc qui perd ce pouvoir ? C'est les mutuelles qui avaient été les grandes gagnantes de ce qui s'est passé en 1928-1930. Ça va être le clergé qui dirigeait par l'intermédiaire notamment de la CFTC, tout un tas de mutuelles. Qui est créé un peu après la Première Guerre mondiale. La CFTC, je n'ai plus la date en tête, désolé. Mais oui, c'est un régime. La CFTC, c'est le syndicat chrétien, qui ensuite sera rénové, où il y aura une scission entre CFTC qui continue à exister et CFDT que l'on connaît avec en ce moment. Tous les débats qui ont pu se lieu en ce moment avec Laurent Berger. Et donc, les régimes patronaux, il y a plein de régimes patronaux qui disparaissent. En tout cas, ce qui disparaît, c'est pas l'argent qui circule, ce qui disparaît, c'est le pouvoir du patronat, c'est du pouvoir qui va dans les mains des ouvriers. Et donc tout ça, il y a une opposition extraordinairement importante. Et cette opposition, elle gagne tout de suite des choses. J'ai parlé tout à l'heure de l'organisation des droits de vote dans la famille, mais sur ce qui m'intéresse moi le plus, la santé, on arrive en 1945-46, on pourrait se dire, du coup, on va faire un régime général pour le système de santé qui va tout rembourser. C'est pas du tout ce qu'on fait. On donne une partie, qu'on va appeler le ticket modérateur, 20%, du prix qu'on ne va pas rembourser, et qui va être remboursé par qui ? Par la mutualité. Mutualité qui a une histoire... Les complémentaires, mais beaucoup plus la mutualité à cette époque-là. En fait, ce qu'on appelle complémentaire santé, c'est le terme générique pour dire complémentaire à la Sécu, en plus de la Sécu. Et en plus de la Sécu, il y a 3 types d'institutions.
les institutions de prévoyance qui sont liées au monde du travail avec des accords paritaires patronat-syndicat, les assureurs privés à but lucratif, le capital, et enfin les mutuelles. Parce que les mutuelles ont beaucoup changé depuis les mutuelles révolutionnaires. Elles ont été réappropriées, réintégrées. Et notamment, sous Vichy, sous Vichy, les fédérations syndicales sont dissoutes, mais la mutualité existe encore. Et la mutualité, la Fédération nationale de la mutualité française, donc ce sont les représentants au niveau national des mutualistes. Alors évidemment, c'est pas parce que ce sont les représentants que tout le monde est d'accord, et heureusement il y a eu de la dissidence, explique dans un document célèbre qu'il est tout à fait d'accord avec la politique de Vichy. Parce que la politique de Vichy, finalement, qu'est-ce que c'est ? C'est de dire qu'il n'y a pas de conflit de classe entre le capital et le travail, et finalement la mutualité est devenue quelque chose de tellement intégré à l'ordre établi qu'effectivement il n'y a pas de conflit de classe, et le mieux qu'on puisse faire, c'est simplement avoir des politiques qui permettent de financer les dépenses de santé quand les gens sont malades. Donc ce truc-là, qui a une histoire glorieuse, il faut le redire, mais qui à ce moment-là est totalement décrédibilisé par ses actes, il va survivre. Il va survivre non seulement parce qu'il va y avoir un ticket modérateur, mais aussi par le fait que, par exemple, pour les fonctionnaires, aujourd'hui encore, c'est les mutualistes, c'est une mutuelle qui gère la sécurité sociale des fonctionnaires, c'est la MGEN. Donc sur tout un tas d'aspects, il y a cette volonté d'un régime général porté par les travailleurs, enfin la sociale, quoi. Et dès le début, une résistance. Et cette résistance, ça va être de plus en plus forte, de plus en plus massive. Et ce qu'on peut appeler la réappropriation, l'étatisation de la sécurité sociale, commence dès le début, parce que dès le début, il y a tout un tas de défaites, je viens d'en parler, mais il y a aussi deux autres moments forts qui sont 1967, avec les ordonnances Jeannet, dont j'ai parlé tout à l'heure, mais maintenant je vais te dire ce qu'il y a dedans. Les ordonnances Jeannet, qu'est-ce qu'elles disent ? Elles disent que finalement, 75% des sièges pour les ouvriers, c'est trop, on va faire 50-50, le paritarisme. Alors on peut se dire, finalement, le paritarisme, c'est 50-50, c'est l'égalité. Autant de sièges au patronat que de sièges au syndicat. Alors qu'en réalité, on se rappelle que la vraie idée démocratique, c'est une personne, une voix, la mutualité, qui a été refusée dès le début. Si on faisait une personne, une voix avec les patrons, ils seraient en ultra-minorité. C'est pas du tout ce qui se passe. Et ce qui se passe du coup, c'est qu'à 50-50, le patronat, il a besoin de trouver un seul syndicaliste un peu sympa avec lui pour faire passer toutes les décisions qu'il veut. Donc c'est une perte de pouvoir. C'est pas vraiment une étatisation au sens où l'État décide, c'est encore géré par les intéressés, mais c'est une perte de pouvoir des intéressés. Une deuxième chose qui est très importante qui se passe en 67, c'est la fin des élections. On n'élit plus, on est désigné. Que ce soit du point de vue patronal ou du point de vue syndical, il y a des syndicats qui sont désignés comme représentatifs, et ce sont ces syndicats qui désignent leurs représentants sur des bases qui sont calculées pour les caisses de sécurité sociale. Donc c'est la fin des élections. Cette histoire populaire, elle est éventrée. Autre chose qui se passe, c'est qu'on sépare les caisses. Une grande idée, j'en ai pas parlé, de la sécurité sociale, du régime général de sécurité sociale, c'est d'avoir des caisses unies. Parce que si on a des caisses unies, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut avoir une plus grande masse financière, et donc on a plus de stabilité. Je donne un exemple. Si une année, il y a des problèmes sur le risque maladie, il y a plus de dépenses sur le risque maladie, mais il y a moins de dépenses sur le risque vieillesse, alors on peut combler les trous d'un côté et de l'autre, et ça assure une meilleure stabilité. Un des grands enjeux dès le début, ça a été de séparer les caisses. C'est pour ça, c'est très bizarre, mais en 1946, on a une caisse qui s'appelle Sécurité sociale, c'est santé-retraite, j'y ai fait allusion tout à l'heure, et une autre caisse qui est la caisse d'allocation familiale. Déjà, c'est séparé. Première défaite dès le début. Il ne faut pas attendre les années 80, le néolibéralisme, tout ça. La bagarre, c'est tout le temps. L'un des enjeux du livre, c'est de dire que sur la question de la sécurité sociale, sur la question des politiques sociales, le conflit est systématique. Il n'y a jamais d'unanimité, ça n'existe pas. Et que fait Jeannet ? On avait une séparation en 2 plus 1, on va avoir une séparation en 3. Il va séparer retraite et santé. Avec cette idée, donc la justification, c'est toujours une justification technique. C'est l'idée de dire que oui, vous comprenez, exactement, c'est plus simple, c'est plus efficace, etc. Sauf que c'est jamais justifié avec comme des arguments. Comme pour les retraites récemment. Exactement, c'est toujours la même chose. C'est
une des justifications. L'autre, évidemment, c'est les déficits. J'en ai pas parlé jusqu'à maintenant. Peut-être que c'est prévu pour plus tard. Mais cette idée sur laquelle il y a des déficits, dès le début. Vous parliez tout à l'heure de la CADES. Il y a toujours cette question du trou de la sécu, de la dette, etc. Mais en fait, et d'ailleurs dans le livre, ce que j'avais apprécié, c'était vraiment aussi le détail par rapport au coût que c'est d'avoir une complémentaire de santé par rapport à la sécurité sociale. En fait, ce coût, il est aussi lié à toute la partie dont vous parliez plus à la fin du livre, avec l'industrie pharmaceutique, les compagnies privées qui s'immiscent aussi dans la Bien sûr. Est-ce que je peux finir sur l'étatisation ? J'en ai vraiment pour une minute, après, ouais. Et ensuite je viens là-dessus. Mais sur l'étatisation, donc là on est en 67. On passe de 75-25 à 50-50 et tout un tas d'autres choses dont j'ai parlé. Le coût définitif, en tout cas jusqu'à la prochaine mobilisation populaire, c'est le plan Juppé, j'en ai parlé tout à l'heure. Tout à l'heure j'ai donné les noms de code, mais il faut dire ce que c'est. Ouais. La loi de financement de sécurité sociale. On dit maintenant, tous les ans, c'est l'Assemblée qui va discuter du budget de la sécurité sociale. D'accord ? Et donc ça, c'est une nouveauté importante. Avant, on était plutôt sur une logique de besoin, c'est-à-dire les gens vont aller chez le médecin s'ils en ont besoin. On va constater, les dépenses en fin d'année. Donc, et là, on passe sur une logique budgétaire qui n'est pas complètement finalisée pour certaines raisons, mais qui est de dire on se donne un budget et on ne le dépasse pas. C'est le début un peu de la tarification à l'acte. Alors ça, c'est encore après. Ouais. Mais ça rentre dans le même mécanisme de pensée. Mais la loi de financement de sécurité sociale, c'est le budget. Dans cette loi de financement de sécurité sociale, il y a un truc particulier pour la santé, c'est l'ONDAM, l'objectif national d'évolution des dépenses d'assurance maladie. Pareil, budget de la santé, on va dire comment est-ce qu'on dépense les sous, comment on va faire pour limiter les dépenses, etc. C'est vraiment le cadenas, le carcan qu'on met autour de la sécurité sociale et autour des personnes qui sont encore représentantes des syndicats qui existent encore dans la sécu. Les ARH, j'en ai parlé tout à l'heure, agences régionales d'hospitalisation qui anticipent les futures ARS. Alors, agences régionales de santé. En fait, leurs noms peuvent sembler dire que finalement c'est une décentralisation. Mais pas du tout. En fait, malgré leur nom, ce sont, pour le dire vite, des préfectures de santé. C'est une déconcentration du pouvoir du ministère en région. Mais il y a un lien hiérarchique. C'est toujours le même marteau qui tombe. Et voilà. Le ministère de la Santé dit la politique de santé, l'ARS applique sa politique de santé localement. Et donc ça, c'est vraiment cette idée d'étatisation. Donc de plus en plus, on est dépossédé des décisions sur le système de santé qui sont confiées au pouvoir politique et à tous les experts qui peuplent les institutions dont j'ai parlé. Voilà cette idée d'étatisation. Voilà. Et après, du coup, parce que ça rejoint un peu à la question que j'ai un peu émissée sur cette question de... du coup, maintenant, j'ai bug par rapport à ce que j'ai évoqué. Il me semble que c'était par rapport... Sur les relations entre l'État et le capital. C'est ça, et l'industrie pharmaceutique. Notamment, oui. Alors, on pourrait se dire, bon, d'accord, maintenant, c'est l'État qui dirige, c'est plus les ouvriers. Et alors ? Ça change quoi ? L'un des enjeux du livre, c'est d'essayer de montrer que le pouvoir sur l'institution change les politiques menées par l'institution. C'est pour ça que pour la même chose, je veux dire d'un point de vue administratif, matériel, c'est la même chose. C'est la sécurité sociale, c'est le régime général. On peut parler de la sociale ou de l'état social, parce que c'est une question de pouvoir. Et qui dirige le pouvoir va changer l'ambition. La sécurité sociale, sa devise qu'on donne souvent initiale, c'est chacun cotise selon ses moyens et reçoit selon ses besoins. C'est-à-dire on reçoit selon ses besoins, c'est-à-dire indépendamment du fait qu'on soit riche ou pauvre. Lorsque l'État social reprend la politique sociale, reprend la sécu, reprend le régime général des mains des intéressés, il va changer le sens de l'institution. Ça va plus être donc chacun cotise selon ses moyens et reçoit selon ses besoins. C'est chacun cotise selon ses moyens, sauf s'il peut avoir des avantages fiscaux, ce qui est souvent le cas.
Et chacun reçoit selon son niveau de risque. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? L'État ne supprime pas les politiques sociales. Au contraire, ce qu'on observe en France, c'est que les dépenses de santé augmentent tout le temps. Elles n'augmentent pas suffisamment rapidement sur moi, mais elles augmentent tout le temps. Donc on ne peut pas dire qu'il y a un retrait de l'État, même du point de vue des dépenses. En tout cas, il n'est pas aussi évident qu'on pourrait l'imaginer. On évoquait tout à l'heure la reconfiguration. En fait, ce n'est pas une absence de l'État. Exactement. Et donc il va y avoir une remise en cause du sens de la Sécu et donc une nouvelle façon d'allouer les ressources. Cette façon, on peut l'appeler la pilarisation. En fait, on va avoir une séparation du système de santé en deux blocs. Un bloc qu'on va rembourser, que l'État va rembourser à 100%, et un bloc qui va dérembourser et donc qui sera laissé au marché. Alors, quelle est l'idée ? En fait, les gens qui s'occupent des politiques sociales dans l'État, ce ne sont pas des gens qui disent on va supprimer l'État, pas du tout. Ils ne disent pas on va supprimer l'État social, au contraire, ce sont des grands défenseurs de l'État social. Ils disent par contre que effectivement les dépenses sont trop importantes, qu'à cause de la concurrence internationale, des charges sociales sur les entreprises, enfin tout ce qu'on veut, il faut limiter le rythme d'augmentation des dépenses, et donc ce qu'il faut faire, c'est globalement ne pas réduire la place de l'État, mais mieux penser son action. Et donc il faut concentrer les ressources sur ceux qui en ont le plus besoin. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que l'État, et donc les gens qui sont en charge de ces politiques, vont de plus en plus, quand il y a des choix budgétaires à faire, plutôt que d'augmenter les ressources pour pouvoir continuer à payer à tout le monde ce dont ils ont besoin, concentrer les ressources rares sur ceux qui en ont le plus besoin. C'est la politique de ciblage. Donc il va y avoir deux piliers, le pilier de tout ce qui est bien remboursé et le pilier de ce qui est moins bien remboursé. Et ce qui est moins bien remboursé sera remboursé en complément par les complémentaires. Alors qu'est-ce qui est très bien remboursé aujourd'hui ? Et c'est une bonne chose que ce soit le cas. C'est les soins des gens très malades. Il y a un dispositif qui est le dispositif ALD, affection longue durée. Quand vous avez une maladie qui est une maladie grave, de longue durée, vous êtes remboursé à 100%. C'est pour les plus pauvres aussi. Vous avez le dispositif de couverture santé solidaire. Couverture santé solidaire qui est l'héritier de la CMU, couverture mutuelle universelle, dont vous avez parlé tout à l'heure au sujet de Jospin. Vous avez également, par exemple, l'hôpital. Alors l'hôpital c'est un peu différent, c'est que l'hôpital ça coûte très cher à rembourser. Et donc les dépenses hospitalières c'est considéré comme un gros risque, un risque catastrophique. C'est-à-dire si vous allez à l'hôpital et que vous devez payer de votre propre poche, ça vous coûtera beaucoup trop d'argent, vous ne serez pas en capacité de payer. Surtout aux États-Unis, les sommes astronomiques. Et voilà, exactement. Et donc c'est pour ça que l'hôpital, comme les ALD ou la C2S, c'est remboursé de façon très très importante, pas 100% l'hôpital. L'hôpital c'est autour de 90%, un peu plus de 90%. Ça veut dire qu'il y a 10% qui ne sont pas remboursés par la Sécu, hein. Et ça peut être vite très très cher, parce que c'est 10% de sommes très importantes. Néanmoins, quand on observe les statistiques, c'est ce qui est le mieux remboursé. Et à côté de ça, qu'est-ce qui va être moins bien remboursé ? Ça va être les soins courants, quand on va chez le médecin. La Sécu, en 1946, le régime général dit que le remboursement d'une consultation, c'est 80% du prix conventionné. Maintenant, c'est 70%. D'accord ? Et encore, c'est si vous respectez le parcours de soins, ça peut être moins. Les médicaments, l'optique, le dentaire, il y a tout un tas de dépenses de santé qui sont considérées comme moins prioritaires, et donc on va moins bien rembourser. Et c'est ce qui fait que du coup on a l'impression de faire des choses bien. La couverture maladie universelle, on se dit Jospin quand même il a fait ça. En fait il le fait parce qu'il acte le fait qu'il n'y aura plus de 100% sécu, qu'il n'y aura plus l'extension de la sécurité sociale à tout le monde. En fait la CMU c'est un aveu de défaite de la sécu. Ça, c'est un des aspects du développement et de l'alliance entre l'État et le capital. Parce qu'on voit bien là qu'il y a une alliance entre les deux. Il y a un partage qui est organisé par l'État, à l'initiative de l'État, du marché. Entre ce que moi je fais, parce que c'est trop coûteux et que tu ne vas pas y arriver, mais sachant et ce que toi tu fais. Aussi en termes de gestion. En plus, évidemment, ça a un coût en termes de gestion et complémentaire. Et donc, c'est une politique qui est inefficace. Ça, c'est important à dire, hein, vous avez raison. Du point de vue des complémentaires, on sait que c'est une politique inefficace. Mais c'est une politique qui assure
les intérêts des complémentaires. Et c'est des intérêts très importants, c'est environ 30 milliards le marché des complémentaires. Alors pourquoi on peut dire que c'est inefficace? Pour plein de raisons. La raison la plus évidente, c'est celle qui concerne les coûts de gestion. En fait, quand on regarde au niveau agrégé, toute complémentaire confondue et sécurité sociale plus ce qui est fait par l'État, parce que bon, il y a encore des catégories sociales qui sont héritées du découpage État-Sécu. Le public, en France, dépense environ 7 milliards d'euros par an en frais de gestion pour la santé. Les complémentaires dépensent un peu plus, c'est 7 milliards, mais un peu plus. Et on se dit, bon, bah voilà, c'est une répartition équitable. Bon, les frais de gestion, c'est 7 milliards pour l'un, un peu plus pour l'autre, bon, ok. Mais en fait, c'est scandaleux. Pourquoi? Parce qu'en fait, la sécurité sociale, elle rembourse 6 à 8 fois plus de soins que les complémentaires. Donc en remboursant 6 à 8 fois plus de soins, elle coûte moins cher. Donc on peut se dire, mais à quoi sert ce machin? Pourquoi on a des complémentaires? Si on cherche des économies à faire, elles sont là. Et surtout que c'est une perte de temps aussi pour nous en tant que citoyens, administrativement, et c'est chronophage. Il y a encore une semaine, j'ai eu un problème titre personnel avec tout ça qui est de taille. Oui, non, mais il y a plein de critiques, et celle-là, c'en est une très importante, qui est souvent sous-estimée. Les deux critiques les plus importantes, c'est que ça coûte cher. Il y a plein d'autres arguments, hein, mais bon, je laisse les gens découvrir dans le livre pour qu'on puisse parler d'autres choses. C'est inégalitaire. Les complémentaires, tout le monde n'en a pas une. Et quand on en a une, elle couvre pas de la même façon. Donc c'est très inégalitaire, les complémentaires. Et vous avez raison de souligner cet argument qui n'est pas assez souligné. C'est qu'en plus, ça nous bousille la vie. Parce qu'il faut faire une recherche pour savoir quelle est la complémentaire qui nous convient le mieux. Il faut passer un contrat, aller faire son marché de la complémentaire. Et une fois qu'on l'a, c'est pas fini, parce que pour chaque soin, il faut avoir deux cartes. La carte de la Sécu, la carte de la complémentaire. Alors vous parlez de ce qui vous arrive vous, moi je vais vous parler de ce qui m'arrive moi. L'autre jour, je suis allé chez le médecin, je sors de chez le médecin, je vais à la pharmacie, et pour des médicaments qui sont des antibiotiques, dont on ne peut pas se passer, j'avais ma carte de Sécu, très bien, mais j'avais pas ma carte de complémentaire. Donc du coup, vous voyez, voilà, c'est des petites choses du quotidien. Ouais. Alors on peut se dire oui, mais quand même, il aurait pu avoir sa carte, c'est vrai. Mais c'est des petites choses du quotidien qui font qu'il y a tout un tas de difficultés qui rendent difficile l'accès aux soins. Moi, j'ai pas de problème à aller chez le médecin et payer la part complémentaire, en fait, ça va. Mais pour plein de gens qui sont dans des situations financières très précaires, en fait, c'est pas possible. Il y a une inégalité à l'accès aux soins, en fait. Et donc ça produit des inégalités très fortes d'accès aux soins qui se cumulent avec les inégalités d'état de santé. Ça, c'est très important. En fait, on a un système de santé qui marche sur la tête. Parce que, du point de vue de l'assurance privée, en fait, les gens qui sont le plus malades, statistiquement, c'est les plus pauvres. Pour plein de raisons. D'abord, parce qu'ils ont des boulots qui sont plus pénibles, parce qu'ils vivent dans des logements qui sont plus dégradés, parce que ils ont, des habitudes alimentaires qui sont liées à leur niveau de revenu, donc pas forcément les meilleurs, parce que il y a tout un tas de raisons qui sont très documentées qui font que il y a des inégalités sociales de santé. Les plus pauvres sont plus malades que les autres. D'ailleurs, ils meurent plus tôt que les autres. L'espérance de vie, c'est un indicateur de ça, de ce phénomène. L'espérance de vie entre les ouvriers et les cadres, elle est très différente, et ça se compte en plusieurs années de vie. En plus, il y a tout le débat actuellement sur la question de la retraite à 65 ans. Exactement, toutes les inégalités se cumulent. Donc, non seulement les plus pauvres sont les plus malades, mais en plus, comme c'est les plus pauvres, ils ne peuvent pas s'acheter de bonnes complémentaires. Donc on est dans une situation où des gens qui auraient besoin d'accéder aux soins ne peuvent pas parce qu'ils ont une mauvaise complémentaire. Et à l'inverse, les plus riches, qui sont les moins malades statistiquement, ils ont les moyens de s'acheter de très bonnes complémentaires, très couvrantes, sauf qu'en fait ils les utilisent pas parce qu'ils sont pas si malades que ça. Et donc tout ça au profit de qui ? Au profit des complémentaires qui vivent sur cette aberration. Enfin, si on était vraiment intéressé par l'argument économique, financier, tout ça, c'est ça qui nous coûte un pognon de dingue. Et pour terminer cet entretien sur la question de l'étatisation, et je pense que ça rejoint aussi les travaux de Bernard Friot, toutes ces logiques fiscales, par exemple la CSG, où on progressivement fait basculer ce que normalement on cotisait vers la CSG, ça s'ancre aussi dans cette logique d'étatisation en réalité.
Alors oui, ça contribue à l'étatisation, parce que évidemment, à partir du moment où on fiscalise les ressources, c'est-à-dire que c'est plus les cotisations sur les salaires, mais ça va être des impôts qui sont en fait aussi sur les salaires, mais qui sont considérés comme des impôts et pas que sur les salaires, et bien en fait, qui contrôle l'impôt? C'est l'État. Et donc c'est une justification toute faite qui permet de renforcer la logique d'étatisation. Et c'est pour ça que, à partir du début des années 90, est créée cette fameuse CSG. D'un côté, on va baisser le niveau des cotisations sociales, où on va créer des situations d'exonération de cotisations sociales, et de l'autre, augmente le taux de CSG. Et donc évidemment, tout ça, ça participe de ce mouvement d'étatisation. Et l'État, qui est toujours un État qui a des politiques de santé très importantes, donc c'est un État social. L'État social, qu'est-ce qu'il fait du pouvoir? Eh bien, il ouvre des marchés pour les complémentaires, on l'a dit, mais donc pour ceux qui liront l'ouvrage, des marchés pour le capital financier, la sécurité sociale est financiarisée, des marchés pour l'industrie pharmaceutique, qui, dans un capitalisme qui est très virulent, fait des profits parmi les plus extraordinaires des différents secteurs. Exactement, des différents secteurs industriels. Et bien sûr, le capital se développe aussi, même dans l'offre de soins, par les cliniques qui tendent à se concentrer, à se financiariser, à se développer. Elles veulent maintenant, les cliniques, être un acteur de plus en plus important dans la définition de la politique de santé. Et donc, on voit qu'il n'y a pas d'opposition entre l'État, qui est un État social, et le capital. Il y a une alliance. Et cette alliance, elle vient de loin. C'est pour ça que l'un des enjeux, l'un des enseignements du livre, c'est de dire que, d'une part, si on veut que ça change, c'est jamais par l'unanimité, c'est jamais par la discussion, c'est jamais par la voie tranquille, paisible, c'est toujours par le conflit. Et c'est un conflit qui doit être porté non seulement contre le capital, mais ça paraît souvent évident, mais aussi contre l'État. Ce qu'il faut, c'est pas plus d'État. Les professionnels de santé ne demandent pas plus d'État, parce que l'État a complètement bousillé leur profession. Ce qu'ils demandent, c'est plus de liberté dans leur travail. Et bien pour ça, ce qu'il faut, c'est pas plus d'État, c'est plus de pouvoir aux intéressés eux-mêmes, plus de pouvoir aux travailleurs eux-mêmes. Et donc c'est pour ça qu'il faut défendre du public qui ne soit pas de l'étatique. Donc la sociale. Et d'où la nécessité aussi de lire la bataille de la Sécu pour revoir l'histoire sur le temps. Merci beaucoup Nicolas Da Silva. Merci beaucoup.